Être essentiel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Aujourd'hui, je reçois Vanessa Morales, 37 ans, infirmière à la clinique d'Occitanie à Muret, près de Toulouse. Sportive de haut niveau, elle est aussi une athlète accomplie qui a accroché de nombreux exploits à son palmarès, dont en 2019 le record d'ascension du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Elle a comme projet cette année une expédition au Manaslu, dans la chaîne de l'Himalaya, en 2021. Et elle va nous raconter son parcours dans quelques instants. Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que je peux dire, Vanessa, que vous êtes en ce moment même en haut de la montagne? Alors en haut, oui. Pas très haut quand même, puisque je ne suis qu'à 2000 mètres, enfin 1800 mètres exactement. Mais voilà, j'arrive à m'entraîner à 2006 là, en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord votre carrière, le début de votre carrière? Comment vous avez décidé de devenir infirmière? Alors déjà, je suis sapeur-pompier depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, j'ai toujours aimé un petit peu le relationnel et le secours, porter assistance aux personnes. Et ensuite, je suis passée par un diplôme d'aide médico-psychologique. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années en foyer d'accueil médicalisé. Puis au final, avec l'âge, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai décidé d'approfondir mes connaissances. Et le fait d'évoluer de plus en plus à haute altitude, j'avais envie de comprendre un petit peu le côté physiologique de l'être humain, quoi. Voilà, savoir ce qui se passait un peu dans mon corps aussi au moment de mes efforts variés et divers. Vous êtes infirmière d'urgence, c'est cela? En quoi cela consiste? Pour moi, une infirmière d'urgence, c'est une infirmière qui doit s'adapter à toute situation et être assez polyvalente au final parce qu'on croise toutes les pathologies. Et c'est ce qui me plaît, quoi. C'est le côté je m'adapte. Et en fait, est-ce que ça, c'est parce que vous avez toujours été passionnée par le sport? Est-ce que c'est en parallèle ou en tout cas, est-ce que l'un nourrit l'autre? Oui, je pense que ça fait du lien. Mon sport, moi, c'est la montagne. Et c'est vrai qu'en montagne, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. On s'adapte à la météo, on s'adapte à la pente, on s'adapte à tout, quoi. En fait, vous pouvez nous raconter d'où vient cette passion du sport? Je pense que je suis née avec. Parce qu'au-delà d'une passion, c'est un mode de vie. J'ai 37 ans et je crois que j'ai commencé le sport du moment où j'ai su marcher. Donc voilà, c'est plus un mode de vie qu'une passion parce que ça en est pathologique ou viscéral. Je sais pas trop comment on pourrait dire, mais voilà. Apparemment, vous avez fait du patinage artistique dès vos 4 ans, vous avez fait un sport-études, vous avez grandi à Font-Romeu et vous avez eu une maladie, c'est ça, qui vous a empêché justement de développer seulement une carrière sportive? Mais en fait, j'ai eu la chance d'intégrer le sport-études à l'âge de 10 ans. Donc j'étais en CM2 quand on m'a proposé de rentrer en sport-études. Et donc j'ai prolongé ça pendant quelques années, mais j'ai développé un syndrome d'éloge bilatéral au niveau des périostes des tibias. C'était super handicapant parce que je patinais 20 minutes et puis du moment où le muscle était chaud, en fait, ça me paralysait. J'étais assise au sol jusqu'à ce que le muscle désenfle et que je puisse remarcher. Donc on m'avait proposé à cette période-là des opérations que ma mère à l'époque avait refusé parce que c'était quand même assez lourd. Donc j'ai arrêté le patinage aux alentours de mes 16 ans et assez rapidement j'ai commencé à courir. Sauf que à l'âge de 21 ans, le fait de changer d'effort, ça avait amélioré l'évolution du syndrome d'éloge. Donc c'était beaucoup moins présent, mais à l'âge de 21 ans, il est revenu vraiment s'installer. Et là, j'ai pas eu d'autre solution que de me faire opérer des 2 jambes, quoi. Et comment alors du coup vous êtes devenue quand même une professionnelle du sport et comment vous le mettez aussi à profit pour le caritatif? Mais en fait, je pense que j'ai de la chance quelque part parce que je suis assez exigeante quand même avec moi et donc je pose toujours des objectifs assez hauts parce que je me dis que les limites, on se les pose tout seul. Et en sport, moi, ce que j'aime, c'est aller chercher mes propres limites et me dire si tu le fais bien, si tu accompagnes cette limite, tu peux peut-être la dépasser, mais toujours en restant vigilante. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre de ça en parallèle de mon métier d'infirmière. Après, comment j'en suis arrivée là, je ne sais pas trop. Je crois que c'est un peu de persévérance et le fait d'y croire, tout simplement. C'est joli. Vous travaillez à mi-temps dans la clinique, c'est ça? Et vous vous entraînez tous les jours? Oui. Je travaille à mi-temps, donc ça me fait environ 7 jours par mois en 12 heures. Et ensuite, le reste du temps, c'est du temps d'entraînement. C'est vrai que par moment, c'est un peu compliqué parce que là, par exemple, j'ai une grosse année 2021 et une grosse année 2022 avec des objectifs assez importants. Et là, la fatigue se fait assez ressentir entre alternance infirmière et entraînement. Parfois, c'est un peu rude, mais bon.
C'est quoi vos prochains projets exceptionnels? Le premier projet qui approche à grands pas, donc c'est pas le mont Everest, hein, c'est le Manaslu, qui est un 8000 dans la chaîne de l'Himalaya. En fait, j'approche mon premier 8000 en douceur. Je crois que la première fois où j'ai parlé de faire un 8000, je devais avoir 10 ans. Et effectivement, la première fois où j'ai parlé d'un 8000, pour moi, c'était je ferai l'Everest. Sauf que j'ai changé d'avis en vieillissant parce que voilà, aujourd'hui, je suis une amoureuse de la montagne et je crois que j'ai eu le coup de foudre pour le Manaslu. Et je vais également former les guides locaux aux gestes de premier secours. Et en fait, c'est un peu une contrepartie. Je les forme au premier secours et eux me forment à l'himalayisme. Donc voilà, là, ça approche. C'est prévu pour le mois de septembre. Et vous le liez toujours à du caritatif, c'est ça? Toujours. En fait, je représente la Ligue française contre la sclérose en plaques. Et le fait d'aller sur les sommets, là, j'envisage en fait en préparation de greffer les plus hauts sommets d'Europe. J'ai pas de délai, mais c'est vrai que j'ai envie d'aller toucher, si possible, tous les points culminants d'Europe. Et je me dis qu'à chaque fois, j'amène le drapeau de la Ligue sur les hauteurs pour leur faire un clin d'œil, quoi. Et ça vous aide d'être infirmière d'urgence pour grimper, justement? Est-ce qu'on est réconforté parce qu'on sait qu'on peut soigner, par exemple? Alors, ça aide ou pas? Parce que je connais aussi les dangers et les premiers signes d'un mal aigu, les risques de l'œdème cérébral ou pulmonaire. Donc, parfois, j'essaie d'enlever cette casquette un petit peu quand moi, je me sens en position de faiblesse. Après, pour aider les autres, c'est super intéressant parce que du fait de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique, j'arrive à agir et voilà, à savoir aussi comment anticiper un peu les problèmes. Qu'est-ce que ça vous a appris justement pour votre métier? Qu'est-ce que vous rapportez quand vous êtes à la clinique? Souvent, ce que me ramènent les patients, c'est on voyage par procuration puisque tu nous ramènes des images, puisque j'adore raconter mes expériences. Et après, ce que ça m'apprend aussi, c'est le côté humilité où au final, quand je suis en montagne, parfois il m'arrive de me retrouver dans des situations un peu critiques où physiquement, je me sens pas bien. Alors le danger, il est partout, mais c'est vrai que par moments, je me fais peur. Et quand je suis face à un patient qui est au plus bas et qui est vraiment mal, je me dis, je sais à peu près ce que ça fait puisque ça m'arrive aussi de me retrouver dans des situations où je maîtrise plus rien, où je fais confiance aux autres. Voilà. Je pense que ça me permet de vraiment rester à ma place, quoi. Et avec vos autres collègues, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce que ça vous a soudé? Est-ce qu'ils vous encouragent? Oui. Franchement, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont tous super avec moi. C'est vrai que j'ai un planning où je suis pas H24 avec eux. Moi, je suis là 7 jours par mois et j'essaie de les soutenir aussi à ma façon quand je suis avec eux. Mais c'est vrai qu'ils sont en permanence derrière moi et voilà. On parle beaucoup de ma pratique sportive et je sais qu'il y a des gens derrière qui croient en moi aussi, donc c'est important. Est-ce que c'était un choix de travailler dans un groupe hospitalier privé? En fait, moi, je suis très attachée aux valeurs que ce soit de mes sponsors ou là, par exemple, voilà, je suis infirmière et je suis fière d'être dans ce groupe-là parce que les valeurs me parlent et que j'y ai été accueillie à bras ouverts. Et voilà, du moment où on se sent bien dans un endroit, je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Très bien. Et quelles sont les qualités particulières requises pour faire votre travail, vous diriez? Je pense qu'avant tout, il y a l'empathie, déjà. Puis savoir se remettre en question. Je pense que c'est des métiers où on en apprend tous les jours. Et chaque patient nous apprend quelque chose. Et pas parce qu'on est soignant ou qu'on est supérieur aux patients, bien au contraire. Voilà. Pourtant, vous êtes devenue une célébrité. Vous avez réalisé un documentaire pour France 3 lors du premier confinement. Vous avez eu pas mal de presse. Ça fait quoi? Vous pouvez nous raconter? Parce que voilà, vous tournez, n'est-ce pas, à chaque fois que vous réalisez un exploit? En fait, c'est vrai que je suis pas mal suivie par France Télévisions, donc là notamment de France 3. L'idée de ce documentaire, c'est parti de Patrick Foch, le réalisateur qui me suit au niveau sportif depuis maintenant de nombreuses années. En fait, il m'a dit, écoute, tu vis un truc assez inédit, c'est dur pour vous, est-ce que tu accepterais de prendre une caméra avec toi? Et en plus, moi, en parallèle, donc j'avais décidé d'arrêter ma pratique sportive pour être à 100% disponible pour les urgences, mais j'essayais quand même de maintenir un minimum d'entraînement. Donc, je faisais mes journées en 12 heures et le soir, j'avais accès à la salle de sport de la clinique qui était fermée. Et donc, j'allais m'entraîner. Donc, c'est vrai que ça a été une charge de fatigue assez impressionnante à cette période. Mais surtout, le message que je voulais faire passer, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté la caméra, c'était par rapport à mes collègues. Parce qu'encore une fois, je reviens sur le fait que moi, c'est 7 jours par mois, mais mes collègues, c'est le double. Voilà. Donc, c'était plus pour passer un message pour eux et montrer un peu ce que eux vivaient à l'intérieur des locaux que pour moi. Merci Vanessa. Une dernière chose, si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que pourriez-vous lui dire pour la convaincre?
De foncer parce que c'est un métier qui est très enrichissant tant au niveau personnel que professionnel. C'est évolutif, ça ouvre l'esprit, quoi. Je pense que ça rapproche de l'être humain et qu'on reste aux bases des relations en étant infirmier, des vraies relations. On vous souhaite évidemment de réussir votre prochain exploit sportif. Merci beaucoup Vanessa. Mais merci à vous. Et à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Être essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain, à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio.